Merci Marie-Fran. Donc je vais revenir un petit peu sur... je vais parler en français. J'aurais pu parler en basque ou en espagnol, mais je vais parler en français. Donc les 50 minutes qui me sont imparties, je vais les diviser en 3 parties en fait. Je vais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Marie-Fran, c'est-à-dire sur le thème, le choix du thème. Après je parlerai un petit peu de la commande. Plutôt que la commande, je préfère parler de requêtes ou de propositions amicales du musée. La commande, ça fait un peu militaire. Et ensuite, je parlerai du choix des artistes et des différentes œuvres que vous allez retrouver dans le petit livret que je pense que vous avez tous entre les mains. Et ensuite, je terminerai par une petite surprise pour la fin de la conférence. Donc, j'aurais pu choisir effectivement d'autres thématiques pour cette année 2017. Donc, par exemple, j'aurais pu choisir de traiter des affrontements politiques en Europe, des réflexions sur les conflits internationaux, les inégalités, la dette, le manque de liberté croissant, les crises migratoires, écologiques et identitaires, le racisme, la montée des populismes, la question du genre, les conséquences du capitalisme cognitif à l'âge digital, la surveillance de masse, les conséquences de l'aliénation qui gagne de plus en plus de terrain, les notions de vivre ensemble et de monde commun, de construction d'une communauté, des relations entre d'un côté les stratégies climatiques et écologiques et de l'autre les stratégies capitalistes. Mais en écho au cahier du musée Artium, comme le disait Marie-Fran dans la présentation, j'ai choisi, en écho à ces vanités, donc qui renvoient à la mort bien sûr, j'ai choisi la vie et qu'est-ce qui incarne le mieux la vie, si ce n'est l'amour. Donc une thématique propre à chacun, mais à la fois universelle. Donc le titre de ce petit carnet découle un petit peu de la démarche que j'ai pu avoir, c'est-à-dire que j'ai choisi donc 12 artistes et je leur ai demandé un petit peu quel était leur point de vue par rapport à ces thématiques de l'amour. Et donc j'ai voulu me faire une idée de l'idée que ces artistes-là avaient de l'amour, d'où le titre The Idea of Love, qui est pensé en fait comme une source, une boucle qui tend à se répéter. Donc, the idea of love, the idea of love, the idea of love, une sorte de mantra, pour devenir une sorte de sample de musique techno-minimaliste ou un morceau de musique sérielle qui pourrait tout à fait correspondre à une pièce de Philip Glass. Donc, la requête, la proposition, l'aimable proposition du musée, elle était tout à fait simple, comme Marie-Fran le disait, donc choisir 12 artistes qui auraient chacun à leur tour la possibilité de présenter pour chaque mois une œuvre en lien avec la thématique choisie, et 12 artistes qui devaient permettre, si j'avais bien compris la commande, parce que j'ai toujours été hors sujet depuis ma tendre enfance, de dresser une sorte de panorama de la production artistique, outre Bidassoa ou outre Pyrénées, c'est au choix. Donc, c'est-à-dire dans cet espace que l'on a coutume de nommer le Pays Basque Nord, Iparralde. Donc il fallait donc que les artistes aient un lien spécifique avec ce territoire. Donc j'ai un petit peu tiré les fils et j'ai intégré des artistes. Donc une grande partie des artistes, effectivement, ont un lien direct avec le Pays Basque. Donc le choix des artistes a été fonction de cette exigence. Et donc il y en a certains qui sont nés effectivement au Pays Basque, par exemple Benjamin Artola, Manon Boulard et Christophe Renard, Gabriel Duplantier et Bertrand de Zoteux et Franck Cazenave qui sont nés sur le BAB, c'est-à-dire Biarritz, Anglet, Bayonne, et Maïtechou Echeverria et Ibai Hernando Rena qui sont nés à Saint-Jean-de-Luz. Et à ces 8 artistes-là, qui font quand même le cœur du propos du livret, j'ai décidé d'associer 4 autres artistes, mais qui entretiennent avec ce territoire donc des relations particulières. Donc Maïder Fortuné, avec le prénom qu'elle a, Maïder, donc elle a quand même un lien fort avec le Pays Basque, et en plus elle a fait toutes ses études dans une école que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'école d'art de Biarritz. L'école des Rocailles de Biarritz, une école de graphisme et d'art à Biarritz.
Ensuite, j'ai choisi une amie qui est photographe, qui a une résidence secondaire à Biarritz, donc qui vient chaque année et qui a par son travail aussi qui a une approche vraiment intéressante en photo, mais qui a un lien spécifique avec le territoire. Donc, par rapport aux articles qu'elle a publiés et par rapport aux ouvrages aussi qu'elle a publiés sur le Pays Basque, donc Anne Garde. Et puis, un artiste avec lequel je voulais travailler depuis longtemps, et notamment quand j'étais responsable des résidences d'artistes sur le domaine d'Abadia à Hendaye, Nicolas Millet, et j'avais pas eu l'occasion de travailler avec lui à l'époque, et donc du coup là ça m'a donné l'occasion de travailler avec cet artiste-là, dont j'apprécie particulièrement le travail. Et ensuite, le dernier de ces 12 artistes, donc Claude Nory, qui est lui natif de Toulouse, mais qui réside à Biarritz depuis de nombreuses années. Donc j'ai également tenu à associer à ce projet plusieurs générations d'artistes. Le projet était pensé comme ça, donc les plus jeunes ont la trentaine et les plus anciens ont dépassé la soixantaine, preuve du mélange des âges un petit peu. Mélange des âges qui m'a donné la possibilité d'associer au projet des artistes confirmés avec des artistes qu'on qualifie habituellement d'émergents. Donc j'ai aussi tenu à mélanger les pratiques artistiques. Certains artistes se sont spécialisés dans certains médiums, la photographie par exemple pour Anne Garde, Duplantier, Echeverria et Nory, la peinture pour Franck Cazenave, alors que d'autres ont des pratiques plurielles qui renvoient à la fois à la photographie, mais aussi à la vidéo, aux installations, au dessin, comme Boulard, Dezoteux, Hernando Rena, Fortuné et Millet. Donc pour les propositions artistiques, j'ai laissé le choix aux artistes, et ils pouvaient soit envisager des œuvres déjà existantes, soit proposer des créations originales. Donc la majorité des artistes ont choisi de me proposer des œuvres déjà existantes et 2 artistes ont choisi de proposer des œuvres originales. Donc le travail de Christophe Renard et le travail de Benjamin Artola n'avaient jamais été présentés avant. Et le travail de Nicolas Millet était en cours de réalisation pour une exposition sur Paris. Et donc après j'ai discuté avec ces artistes-là. Et donc, ils m'ont laissé un petit peu carte blanche de choisir un petit peu l'œuvre que je souhaitais par rapport à leur parcours. Donc, il y avait la pièce, par exemple, de Maïder Fortuné avec l'origami. Je trouvais qu'elle pouvait tout à fait rentrer dans ce cadre-là, donc je l'ai choisi. Après, Gabriel Duplantier m'a envoyé une vingtaine ou une trentaine de photos, et sur la trentaine de photos, j'ai choisi la photo qui figure dans le petit livret. Voilà, c'est un petit peu la manière dont j'ai procédé pour réaliser la compilation des travaux. Donc vous l'aurez compris, donc, il y a une pluralité qui est à l'origine même du projet, hein, donc une pluralité qui renvoie donc au mélange des liens d'appartenance au territoire, le mélange des générations, les mélanges des parcours, confirmés ou émergents, et le mélange des pratiques artistiques, et enfin, le dernier mélange, c'est le mélange des œuvres préexistantes et des œuvres originales. Donc, au-delà de cette sélection des 12 artistes, le musée m'avait demandé de rédiger un petit texte accompagnant chacune des propositions. Donc, par rapport à ce texte-là, il y a la majorité des artistes qui ont été tout à fait d'accord pour que je puisse apposer ma signature à côté de la leur. Mais il y a une artiste qui considérait qu'en fait, son travail se passait de commentaires. Et donc, j'ai laissé, bien évidemment, j'ai laissé ce vide souhaité par l'artiste. Et donc, je me suis abstenu de tout commentaire par rapport à cette œuvre. Après, par rapport à cette conférence-là, bon, j'aurais pu effectivement revenir sur le texte et lire l'intégralité du texte que vous avez entre les mains. J'ai trouvé ça vraiment très pesant. Et puis, au-delà de cette pesanteur, je me suis dit que ce qui était intéressant d'analyser, c'est les 2 registres, en fait, hein. Le registre de l'écrit, et donc ce que vous avez entre les mains, ce sont des textes un peu plus théoriques, un peu plus critiques, donc qui demandent une lecture personnelle. Et puis, l'expérience de la conférence est quand même
un partage, un moment beaucoup moins formel, donc beaucoup plus informel. Et donc j'ai essayé de me détacher quand même de ce texte-là pour passer un moment agréable avec vous, parce que sinon j'en aurais vu quelques-uns qui auraient commencé à glisser lentement dans leur fauteuil et à fermer un œil, puis le deuxième, et puis à s'endormir et à commencer à ronfler. Donc j'ai choisi ce genre-là d'oralité. Mais j'ai quand même souhaité reprendre quelques petits passages que vous retrouverez dans le livret. Donc, l'année 2017 donc, a été placée sous le signe de Cupidon, ou d'Eros, c'est selon. Pour les amoureux de Rome et pour les amoureux d'Athènes, les uns choisiront Eros et les autres Cupidon. Et je reviendrai tout à l'heure pendant la présentation quand je vous montrerai des visuels, puisque je me suis réveillé à 5 heures du matin cette nuit, un petit peu obsédé que je suis par ces conférences-là, parce que j'aime pas particulièrement parler en public, donc j'essaye de faire au mieux, de surpasser cette sorte d'agoraphobie. Et donc je me suis dit, bon, je vais réaliser un historique du baiser, un historique de toutes les œuvres réalisées par les artistes en art contemporain, et puis au-delà, au niveau de l'art moderne, et puis je suis reparti dans l'histoire de l'art total. Et donc du coup, j'ai rempli cette page-là. Je me suis dit, oulala, là, il y a beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur la thématique de l'amour, mais je me suis dit que c'était pas plus mal comme ça. Donc effectivement, avec des références et des références, dont la lecture assez lointaine. Et puis je reviendrai, surtout, je parle de ça parce que j'ai créé un ricochet à partir de ça, et donc j'ai retourné la page, et après je vous parlerai un petit peu de l'historique du baiser, de la place du baiser dans l'art, et je pense qu'on pourrait organiser une magnifique exposition avec toutes les œuvres de tous les artistes qui ont pu travailler sur cette thématique-là, qui pourrait s'appeler Mouchou en grand, en très grand, donc on pourrait appeler ça Mouchou. Ça serait fantastique. Je pense qu'on a besoin de cet élan d'amour aussi par les temps qui courent, avec les attentats, la pression, l'aliénation totale qu'on peut vivre. Et donc cette exposition, je l'attends fermement et avec grand appétit. Du coup, je me suis perdu un petit peu. J'espère que la traductrice ne m'en voudra pas trop. Donc oui, c'est l'amour donc a son vocabulaire, le premier amour, l'amour fou, l'amour interdit, l'amour à mort, l'amour contrarié, l'amour libre, l'amour enchaîné. Donc il se fait, il se donne, il se reçoit. L'amour avec un grand A balise le temps. Il a ses rendez-vous galants plus romantiques en langue française que la date anglo-saxonne. Je ne sais pas comment on dit en espagnol. Ce rendez-vous galant, la cita. Voilà. Alors je ne sais pas si elle est plus érotique, la cita, que la date anglaise ou que le rendez-vous galant français. Je vous laisse mettre. Et donc cet amour-là, bien sûr, entretient des relations privilégiées avec l'identité, la morale, la religion et la culture. Donc il suffit de rentrer dans n'importe quelle bibliothèque ou de taper sur le moteur de recherche que tout le monde consulte, à part qu'il y a certains qui sont encore contre ces moteurs de recherche-là, ils n'ont pas forcément tort. Donc vous tapez amour et vous allez avoir des milliers et des milliers de références qui vont arriver, vous allez crouler sur l'amour. Mais c'est quand même un amour présent dans toutes les databases, mais qui fait défaut. Et donc, c'est un amour qui est devenu une sorte de perle rare, une sorte de dernier bastion d'une liberté à retrouver, un acte militant visant à la désaliénation. Mais est-ce encore possible ? Au-delà, donc, la non-transgression et le retour à un amour réinventé à contre-courant ne serait-il pas devenu à leur tour une nouvelle forme de radicalité ? Et ça, c'est un petit peu la thèse que je défends dans ce petit livret. En somme, ce serait comme si dans un pays où la majorité des corps sont tatoués, je pense que je ne sais plus, j'ai vu un sondage par rapport à ça, je crois que plus de la moitié des Américains sont tatoués. Donc ça voudrait dire maintenant que l'originalité n'est plus dans le tatouage, mais dans le non-tatouage. Ce qui est assez intéressant comme analyse, je trouve. Et donc, si ce tatouage avait été pensé à une époque comme l'incarnation d'une transgression,
Le fait aujourd'hui de ne pas se tatouer en conscience serait devenu à son tour la marque d'une nouvelle transgression et d'une singularité, l'accès à une démarcation pour s'écarter de l'omniprésence du mainstream. Donc dans un monde alcoolique, drogué et libertin, on peut se demander si le radical ne serait-il pas celui qui choisit la voie de l'abstinence et de la fidélité. C'est des grands courants de l'abstinence sexuelle qu'on peut commencer à voir. Hein. Les straight, hein, c'est un courant intéressant à creuser aussi. Et donc à l'heure où les verbes désobéir, contrevenir, enfreindre et violer marquent l'esprit d'une contemporanéité, le verbe aimer aurait-il retrouvé sa radicalité et son potentiel révolutionnaire? Donc c'est la thèse que je défends. Pour accompagner ce livret, j'ai donc choisi plusieurs citations. Alors, Schopenhauer, Solers, Platon, Céline et Merleau-Ponty. Et bien sûr, il y a une grande polémique en ce moment à Paris au niveau de la réédition des œuvres de Céline. Et on se retrouve bien évidemment dans cette position à se demander Céline, pas Céline. Hein, Heidegger, pas Heidegger, Céline, pas Céline. Alors est-ce qu'on l'intègre Céline avec la position que Céline a pu tenir pendant la Seconde Guerre mondiale, nazi, etc. Nazi, collabo, mais c'est Céline. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de Céline? On le met à la poubelle, on prend toutes les œuvres, on les brûle? Ou alors, on lit Céline et on trouve somme toute que le travail de Céline, à sa lecture, c'est quand même Céline, quoi. Donc Céline étant Céline, Céline est là. Céline est là, bien qu'à prendre avec des pincettes, certainement. Hein. Donc Céline est là. Et puis après, je suis tombé sur Solers. Alors Solers, le grand libertin Solers, excellent Solers, hein, fantastique Solers. Et donc il m'a facilité la tâche, Solers, parce qu'en 3 lignes, il réalise l'histoire de l'amour en 3-4 lignes. Donc je me suis dit, Solers, je vais lire la citation de Solers et je vais rentrer à la maison. Voilà. Donc Solers, en 3 siècles, il nous dit Solers, on est donc passé du refoulement et de la sublimation religieuse au libertinage, du libertinage à la passion romantique, de là à la pudibonderie, de là encore à la prolifération sexuelle et pornographique, avant de retourner, via la maladie et la technique de reproduction, au refoulement ordinaire et originaire qui revient chaque fois au point mort. La boucle est bouclée, le spectacle achevé, il est temps d'en tirer les conséquences. Grand Solers. Donc une dernière réflexion par rapport à ces textes qui accompagnent le livret. Donc si certaines des œuvres de ce cahier participent de ce qu'il est convenu de nommer le postmodernisme, c'est-à-dire d'une position qui consiste pour l'artiste qui se confronte à la quête d'un idéal qu'il ne peut égaler, à se référer à des œuvres préexistantes, déjà là, soit par la citation, soit par l'ironie, alors ces œuvres postmodernes deviennent elles-mêmes commentaires. Donc à partir de cette réflexion, il est concevable d'appréhender le statut de certains de mes textes relatifs à des œuvres postmodernes qui sont intégrées dans le livret comme des commentaires de commentaires, des méta-commentaires. Point. Donc une dernière réflexion avant que je vous laisse profiter des œuvres et je ferai quelques commentaires, donc des fois des commentaires de commentaires. Hein. Ou devrais-je dire de la représentation des œuvres, puisque malheureusement, dans le cadre de ce projet, à la fin de la conférence, vous ne pourrez pas profiter de l'exposition. Donc une confidence, pour vous dire que tel était mon désir le plus cher, hein, et que je suis conscient du fait que rien ne pourrait remplacer la confrontation directe avec l'œuvre. Donc j'espère de tout cœur qu'un nouveau projet pourra voir le jour et qui pourra vous permettre effectivement de vous confronter directement avec le travail des artistes.
Donc place maintenant aux œuvres, si j'arrive à manipuler la machine. J'ai toujours des soucis avec les machines. Pour l'instant, elle est allumée, donc tout va bien. Et donc, je ferai quelques petits commentaires par rapport à ce que vous allez voir. Donc, vous pouvez, je vais en voir certains qui regardent le livret, qui lèvent la tête, qui regardent le livret. Vous pouvez tout à fait lever la tête et regarder directement le livret. Parce que vous allez avoir la même chose, mais en plus grand. Alors, peut-être pas dans la même qualité, puisque la qualité des images qui sont tirées du PDF ne seront pas forcément celles que vous avez dans le livret. Puisque ce n'est pas les mêmes qualités d'image. Donc les citations, le petit texte, donc traduit effectivement vous avez la possibilité de le lire soit en basque, soit en français, soit en espagnol. J'aurais bien aimé le faire aussi en anglais. Je peux pas, sinon en japonais aussi, j'aurais adoré le japonais. Après, il faut aussi rester dans le cadre. Le japonais, j'aurais adoré. Et donc voilà le premier travail proposé par Benjamin Artola. Donc il est né c'est un jeune artiste, Benjamin. Il a une trentaine d'années. À la fin de la conférence, je reviendrai un petit peu sur l'actualité de ces artistes-là, comme ça pourrait la conférence pourrait vous servir de ricochet. Vous pourrez partir à Los Angeles, à Paris, à Madrid et un petit peu partout pour retrouver ces artistes-là. Donc quand j'ai appelé Benjamin pour lui proposer le projet, il venait de se séparer de sa copine. Et moi j'ai trouvé intéressant ça, j'ai trouvé intéressant de travailler un petit peu de l'autre côté du rideau et de savoir un petit peu comment les artistes travaillent, qu'est-ce qui les impacte, comment naît la création. Comment ils arrivent à recycler par exemple une séparation amoureuse. Et donc il a fait un mix de sa séparation amoureuse avec une phrase qu'il avait entendue dans une résidence d'artistes en Corée, si je ne me trompe pas, Sud et Nord, Corée du Sud. Hein, c'est pas la même. Donc Corée du Sud. Donc une résidence d'artistes. Et donc c'est cette phrase qui était sortie. I would like to have exactly what I need, but I don't know what I want. C'est un peu une phrase insipide, donc, qui donnait l'entrée en matière par rapport à ce livret, et j'ai pensé la dernière phrase qui est à l'ouverture du livret comme la conclusion et la réponse à cette première phrase. Le travail d'Anne-Garde, ça c'est assez intéressant aussi, parce que par le biais de ce travail-là, j'ai découvert moi le travail de Michel Enrico, qui est un artiste peintre de Paris, et du coup j'ai navigué, j'ai trouvé son travail particulièrement intéressant. J'ai vu qu'il y avait des œuvres d'Enrico en vente sur eBay, et j'ai acheté un tableau d'Enrico. Comme quoi, c'est assez. Donc il faudrait aller dans mes toilettes si vous voulez voir moi. Parce que j'ai pas mal, j'ai des toilettes, j'ai une exposition, mais pratiquement uniquement dans mes toilettes. Je ne vais pas rentrer dans mon intimité. Donc Enrico se retrouve chez moi, dans mon intimité la plus... il y aurait une philosophie des toilettes à faire. Le rapport de l'art aux toilettes, c'est assez intéressant. Donc le travail d'une jeune artiste aussi, Manon Boulard, qui renvoie à une correspondance entre les deux poètes bien connus que sont Verlaine et Rimbaud. Donc elle est née en 86 à Bayonne. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez toutes les adresses internet. Donc maintenant, vous pourrez aller naviguer et remplir vos nuits insomniaques des artistes présents dans le cahier. Au coin d'un feu bien qui vous réchauffera un petit peu parce que il fait un petit peu froid. Donc, le travail d'un ami qui réside à Biarritz, donc qui travaille sur... j'ai dit tout à l'heure qu'il exerçait essentiellement en peinture, mais il est en train de bifurquer. C'est aussi intéressant de voir les trajectoires des artistes qui ne restent pas forcément dans l'utilisation d'un médium
Là, il est en train de travailler sur des performances avec un créateur de musique électronique. Je sais que Artium aussi est friand de ce genre d'événement. Et tout à l'heure, je vous prépare un petit peu de son agenda parce que à partir du mois d'avril, il aura une date à Saint-Sébastien. Donc voilà le travail de Franck. Donc là, encore une fois, je connais quand même le travail de Franck, et puis j'ai été puiser un petit peu cette œuvre-là qui me paraissait particulièrement intéressante. Et donc voilà le baiser qui m'a hanté depuis 5 heures du matin. Donc je vous ai parlé des trajectoires des différentes personnes qui sont dans le livret. Christophe a exposé, à l'époque il m'avait demandé d'écrire un poème. Il avait fait une exposition personnelle au Palais de Tokyo de Paris. Certains connaissent peut-être le Palais de Tokyo de Paris. Et c'était sur la thématique de l'aura. Et j'ai longtemps discuté avec Christophe en voulant que Christophe passe le cap et délaisse un petit peu son travail de directeur artistique pour se consacrer pleinement à 100% à sa production artistique. Et Christophe est resté longtemps dans ce dilemme-là entre travail de graphisme, travail de direction artistique. Il a travaillé avec quelques grands noms de la photographie. Il a dirigé les hors-séries de Magnum Photo, M1, M2. Je ne sais pas si vous connaissez ces publications, qui sont de belles publications. Et donc, j'ai bien sûr tiré le fil de cette proposition pour le faire travailler en tant qu'artiste par rapport à cette proposition-là. D'où le baiser. Et donc, cette nuit, là, j'étais en train de parcourir ce baiser de long en large. Et donc, le baiser, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé. Donc, le baiser est un mouvement qui consiste à toucher une personne avec ses lèvres grâce aux muscles orbiculaires de la bouche. Orbiculaire, je trouvais ça assez sympa. J'aurais pu comme titre, je trouvais ça pas mal, orbiculaire aussi. The idea of love, c'est pas mal, mais orbiculaire, c'est quand même mieux, non? Vous pouvez barrer et mettre orbiculaire sur les cahiers. Je vous laisse. Donc, il peut s'agir d'un comportement social, affectueux ou amoureux, et donc du latin, donc, baslare, qui veut dire le baiser donné à des personnes respectueuses, ou alors suavium, baiser d'amour. Et au-delà de ça, ce qui m'intéressait, c'était la polysémie du verbe transitif baiser. Donc baiser dans son sens premier, c'est donner un baiser. Donc c'est poser les lèvres sur, donc c'est en anglais to kiss. Mais dans le sens second, en français, baiser, ça signifie avoir une relation sexuelle. Donc to screw. Et dans le troisième sens, c'est tromper, duper. Toujours en anglais, to screw. Et donc, c'était un petit peu, on retrouvait dans cette étymologie de la polysémie, dans la polysémie du verbe transitif baiser, un petit peu le début, le milieu et la fin d'une relation amoureuse. Je donne un baiser, je fais l'amour et je trompe. Parfois. Et au-delà de ça, j'ai retrouvé dans la langue française un terme spécifique qui veut dire donc baiser et qui s'appelle en vieux français, c'est galocher. Donc la galoche, c'est le baiser. Et galocher, c'est le fait de faire des galoches. Donc du coup, pour revenir un petit peu et retirer le fil un petit peu de ma théorie du départ,
on serait passé du baiser au baiser, hein, ou du baiser à la baise. Parce que quand vous écoutez les jeunes, le mot baiser est totalement évacué de leur vocabulaire, il a disparu de leur bouche et il a été remplacé par le mot baise. Donc le French kiss de Christophe. Le French kiss, c'est le baiser avec la langue. Et donc je suis reparti dans mon obsession de l'historique du baiser dans l'art moderne et l'art contemporain. Et donc vous allez avoir une avalanche d'artistes dont vous pourrez retrouver avec leur nom la thématique du baiser, donc le nom de baiser. Donc Klimt, Picasso, Magritte, Doisneau, Brancusi, Orlan, Leccia, Rodin, Picabia, Vuillard, Liechtenstein, Canova, Boucher, Fragonard, Hayes, Lautrec, Munch, Behrens, Chagall, Cartier-Bresson, Eisenstadt, Herwitt, Goldin, Warhol, Nonan et Banksy. Pour faire court. Ce qui est intéressant au-delà de ça, au-delà de cette avalanche de noms, c'est effectivement la multiplicité des médiums utilisés pour mettre cette pensée en forme. Pour ne pas dire attitude. Donc photographie, peinture, sculpture, installation. Un travail de Maïtechu Echeverria, voyage insulaire. Donc elle a pris en photo des travailleurs saisonniers et elle a essayé de comprendre un petit peu le rapport qu'elle pouvait avoir, le rapport que ces gens-là pouvaient avoir avec le territoire. Le travail d'origami de Maïder Fortuné. Et là, le travail de Nicolas Millet que je trouve très intéressant, parce qu'il aborde jamais les questions de manière frontale, et il y a toujours une mise en abîme et une critique dans son travail qui est forcément, que je trouve pertinente. Et donc son choix de présenter un chien d'aveugle aveugle, le chien d'aveugle, ce chien-là étant le Labrador, et ce chien-là incarnant le prototype du chien de la bourgeoisie. Voilà. Je trouvais ça assez intéressant. Puis le décalage qu'il pouvait y avoir par rapport aux autres. Ça, c'est le travail de Nori, donc forcément qui renvoie à la séparation. Enfin, forcément, chacun il lira ce qu'il voudra. C'est le travail d'une autre photographe dont j'apprécie énormément le travail aussi, Gabrielle Duplantier. Le travail d'Iban Hernandorena, donc on voit bien l'incarnation dans son travail de ce langage à la fois gazeux et gazé, et l'aquarelle de deux auteurs, c'est intéressant de voir comment aussi l'aquarelle peut rentrer dans une approche de séduction par rapport au rapport qu'il entretient avec les femmes. Il disait que par cette approche-là, il a tout un mécanisme de séduction. Et donc, je revenais par rapport à ça aussi, à l'idée que, en ce moment, vu le choc aussi des genres qu'il peut y avoir, on peut aussi se demander, par rapport à l'amour, mais au-delà de l'amour, par rapport au désir et par rapport à la séduction, où commence le désir, où commence la séduction et où commence le harcèlement, la pression, etc. Donc là, on est aussi dans un point cardinal qui est intéressant aussi de traiter, que je n'ai pas forcément traité dans ce travail-là, mais qui m'intéresserait de travail, comme travail, c'est-à-dire de la limite où commence la séduction, et où commence le harcèlement et où finit la séduction. Ce point-là.
Et donc après, je me suis dit que c'est intéressant de proposer quelques travaux aussi. Donc ça, c'est des travaux originaux qui n'avaient jamais été présentés non plus. Donc un travail sur l'égotisme, bien sûr, avec en toile de fond la piscine de la Londiga de Stark, que tout le monde reconnaît maintenant. Et donc sur ce principe-là, où on voit effectivement, il suffit d'ouvrir la porte là, hein. Il suffit à chaque fois, je me dis, il y a quand même un travail à faire au niveau artistique sur le rapport des jeunes aux machines. Parce qu'on les voit tous alignés, quand on déambule un peu dans ce musée, ils sont tous alignés devant leurs écrans. On ouvre la porte, on voit des gens en train de parler dans la rue, seuls, avec deux... Enfin, moi, je suis d'une génération qui n'est pas née là-dedans, donc ça me fait toujours quelque chose, quoi. Donc, ce rapport-là d'alignement devant des écrans, une sorte de brochette neuronale alignée face à des écrans, c'est assez stupéfiant, quoi. Il y aurait un travail photo à faire là-dessus, c'est sûr. Donc du coup, ce détournement-là, donc effectivement, ce n'est pas mon visage, hein. Et bon, après, c'est toujours intéressant de laisser un petit peu l'œuvre ouverte, hein, comme disait Umberto. Ouais. Alors, on va avoir les problèmes techniques peut-être. Donc là, j'étais en train de lire un travail, un des textes de Sam Francis. Et du coup, je me suis arrêté sur cette phrase qu'il a accordée à un moment donné dans une interview quelque part. La profondeur, c'est tout. J'ai trouvé ça intéressant de reprendre ça en tant que citation, même si je n'évoque pas que c'est une phrase de Sam Francis, et de la reposer sur ce miroir comme alors comme un délitement de l'amour, ou comme une marque de retrouvailles, ou comme un futur à espérer, comme on veut, hein, comme vous voulez. Et pour terminer, donc un double clin d'œil, d'un côté au travail d'Ozoé. Donc c'est une image d'Ozoé que j'ai récupérée et à laquelle j'ai rajouté un hommage à Schiele. Avec aussi cette problématique de Schiele. Il y a eu une expo il n'y a pas longtemps de Schiele, et dans le métro, ils interdisaient le marketing ou la publicité liée autour de l'exposition par rapport au travail de Schiele. Donc je trouvais c'était intéressant toujours de voir qu'il y a encore des marges, il y a des tensions, il y a des résistances, et par rapport à là, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser où ça se joue et comment se passent les déplacements et où ça se joue exactement. Et donc en conclusion, donc ce voyage dans l'amour nous aura permis de découvrir dans des territoires imaginaires inattendus par un usage pluriel de médiums. Donc vous avez vu qu'à l'intérieur des travaux, il y a des textes, il y a des photographies noir et blanc, il y a des travaux de photos argentiques, il y a de la street photographie, des photographies produites d'une mise en scène, des peintures, de l'origami, du graphisme, des images redesignées, des aquarelles, des sculptures animalières sorties de chez le taxidermiste. Donc un grand mélange. Et donc j'ai essayé de construire ça mois après mois sans savoir vraiment où j'allais. C'était tout le plaisir de ce projet-là, effectivement d'un véritable work in progress en construction pour arriver à ce petit objet que vous avez entre les mains. Et donc on a parcouru un petit peu du désir réfléchi, inassouvi, version insipide d'Artola, à l'amour animal de Garde, en passant par la correspondance enflammée entre Verlaine et Rimbaud, l'organique cellulaire dessiné par Cazenave, le baiser revisité de Renard, la passion à l'endroit d'un territoire d'Echeverria,
une version origamique de Fortuné, L'amour déchu via un chien d'aveugle, aveugle sorti de chez le taxidermiste de Nicolas Millet, La rupture amoureuse, c'est mon interprétation, L'émotion à l'état brut, c'est aussi mon interprétation, et le langage gazé métaphorique constitué par les deux soleils d'Ibai et Hernando Lena et un couple qui témoigne de son attachement avec la collection Anna de Bertrand de Zoteux. Donc la conclusion réflexive dans ce titre au cycle The Idea of Love, et le cahier se finalise, comme vous avez pu le voir, par un selfie qui revient sur l'égotisme contemporain où l'amour de soi est désormais roi, un aphorisme après l'amour avec Death is All, et la dernière qui était l'hommage à Schiele. Donc ce projet s'est quand même voulu comme une histoire d'un triple contre-pied au désamour de l'amour, à l'infusion pornographique et au retrait face au symbole. Donc ces trois points-là que j'ai essayé de mettre en balance un petit peu, à faire bouger en tout cas. Donc face au désamour à l'endroit de l'art contemporain, inondant les discours à la fois populistes et conservateurs qui ne voient dans l'art que spéculation capitalistique ou transgression gratuite, rien de tel qu'une proposition antinomique pour tenter de renouer le dialogue avec un public qui prend de plus en plus ses distances avec un art dans lequel il se retrouve de moins en moins. En guise de réconciliation, donc ma réponse, l'amour avec un grand A. Donc 15 pensées, 15 invites qui s'offrent telles des passerelles bienveillantes, donc 15 points de vue qui, chacun à sa façon, réinventent l'idée que les artistes se font de l'amour. Et donc face à cette haine de l'art, la réponse ne saurait-elle être générique? Donc la réponse aux incultures de ceux qui se demandent à quoi cela sert de fréquenter les rivages de la poésie, je suis toujours assez stupéfait, moi, parce que j'écris des poèmes et de voir les gens partir en courant dès qu'ils entendent le mot poésie, ça me stupéfait toujours. La poésie, ça fait peur. La poésie, ça terrifie, la poésie. C'est quelque chose... Et donc, on est confronté à ça, donc à des incultures qui se demandent à quoi ça sert, la poésie, la littérature, les productions artistiques contemporaines. Et donc, moi, la proposition que je fais, c'est un retournement du questionnement sous la forme d'un renouvellement interrogatif. Et donc, à quoi donc cela servirait-il de ne pas lire, de ne pas se frotter à la poésie ou à l'art contemporain? Donc une question choc qui réactiverait à l'endroit de ces allergiques de la création les mécanismes du désir par perturbation cognitive intercalée. Alors qu'est-ce que c'est la perturbation cognitive intercalée? Alors c'est un concept très simple. J'ai été à Genève invité dans un laboratoire de recherche pendant 1 an. J'ai travaillé avec un chercheur du nom d'André Giordan à Genève, dans un laboratoire de didactique et d'épistémologie des sciences. Et il travaillait, lui, sur le modèle allostérique. Pareil, totalement barbare comme ça quand on le prononce, surtout dans un espace d'un musée d'art contemporain. C'est peut-être ça qui fait son charme, en fait. Et donc, c'est une idée super simple. Quand on modifie l'environnement d'une molécule, d'une protéine, pas la molécule, de la protéine, dans ses caractéristiques propres, se transforme. Et donc, il a importé ce modèle allostérique de la biologie aux sciences de l'éducation. Et moi, j'ai importé ce modèle qu'il avait importé de la biologie aux sciences de l'éducation au Pays Basque, dans les écoles de berthoularisme, pour comprendre comment, parce que généralement on envoie les chercheurs dans des endroits où ça ne va pas du tout. Il faut qu'il y ait des problèmes pour qu'il y ait des chercheurs. Donc s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de financement. Donc s'il n'y a pas de financement, il n'y a pas de chercheurs. C'est assez simple. Et donc je me suis dit, je vais essayer de prendre le contre-pied de ça, je vais aller dans un endroit où tout va bien.
Et donc j'ai travaillé sur ce modèle d'éducation, ce que j'ai appelé l'écologie de l'éducation, et c'est un modèle d'éducation qui fonctionne très bien. Et donc, sans le savoir, les enseignants de bertschullarisme ont adopté un système d'écologie de l'éducation où, effectivement, ils ont conscience des éléments qui favorisent l'apprentissage des élèves. Je referme la parenthèse. Perturbation cognitive intercalée, je ne referme pas la parenthèse parce que je n'ai pas répondu à ma propre question. Donc, perturbation cognitive intercalée, donc, pour faire en sorte que l'apprenant apprenne, il faut justement perturber ses connaissances, perturber son savoir, perturber ses préacquis, ses convictions les plus profondes. Et c'est à partir du moment où on va rentrer et perturber ses convictions les plus profondes qu'on va commencer à pouvoir recréer un modèle sur lequel on va pouvoir intégrer des choses nouvelles. Donc il existerait, je vais finir avec ça, donc il existerait selon le philosophe Alain Badiou, Alain Badiou, c'est assez intéressant que quelqu'un comme ça s'intéresse à la poésie parce qu'il est platonicien. Donc quand on connaît la position de Platon pour la poésie, on peut se demander comment Badiou peut écrire des ouvrages sur, par exemple, comment penser la poésie. Enfin, je referme la parenthèse, j'ai rien de particulier, j'aime pas trop les attaques ad nominem en plus, mais j'ai rien de particulier contre Badiou. Mais ce qui est intéressant dans le propos de Badiou, c'est qu'il parle des 4 champs créateurs de vérité. Donc quels seraient ces 4 champs de vérité? Donc il y aurait d'un côté la science, de l'autre côté la politique, et puis l'amour et la poésie. Donc étant donné qu'on referme maintenant cette parenthèse sur l'amour, je me suis dit que ça serait intéressant de conclure mon propos avec de la poésie. Mais avant de conclure mon texte par un texte poétique, la conviction profonde que j'ai, c'est que l'art serait sous condition du poème et de l'amour. Donc l'art serait sous condition du poème et de l'amour. Pensée de la pensée. Une pensée mise en forme de la pensée. Donc la pensée mise en forme étant la définition que donne de l'art l'artiste français Bertrand Lavier. Bertrand Lavier, vous connaissez son travail. La superposition, c'est, je ne sais plus, qu'est-ce qui est sur quoi, qui est sur qui. C'est frigo et coffre-fort. Hein? Alors c'est le coffre-fort qui est dessous et le frigo dessus, non? C'est ça? Ben, ça serait intéressant de travailler là-dessus et de modifier, de mettre le frigo dessous et le coffre-fort dessus. C'est pas mal aussi. Ce serait bien. Ça changerait un peu. Hein? Bon, trêve de plaisanterie. Non, ce qui était intéressant au-delà de ça, dans le propos de Badiou, c'est que Badiou considère que la pensée de la pensée est le seul domaine de la philosophie. Alors qu'on pourrait tout à fait imaginer que l'art se trouve aux côtés de la philosophie pour devenir la pensée de la pensée. Donc je conclurai cette présentation en puisant dans cette quadrature des champs créateurs de vérité par des poèmes de Samuel Beckett, qui nous dit ceci. Dire un corps ou nul. Nul esprit. Ça, au moins. Un lieu ou nul pour le corps. Ou être, ou bouger, d'où sortir, ou retourner. Non. Nul sort-il. Nul retour, rien que là, rester là, là encore, sans bouger, tout jadis, jamais rien d'autre. D'essayer, de rater, n'importe. Essayer encore, rater mieux, d'abord le corps, non. D'abord le lieu, non. D'abord les deux. Tantôt l'un ou tantôt l'autre. Tantôt l'autre ou l'un. Musique de l'indifférence,
Cœur, temps, air, feu, sable, du silence, éboulement d'amour, couvrent leur voix et que je n'entende plus me taire. Juste peut-être quelques mots par rapport avant qu'on passe aux questions, de l'actualité des artistes dont je vous avais parlé. Nicolas Millet est en train de sortir un nouvel ouvrage, donc ça sera la première monographie de Nicolas Millet. Vous pouvez retrouver son travail à Madrid à la Art Banchel, et il a un projet au long cours à Los Angeles aussi, et à la Villa Romana à Florence. Maite Chua Echeverria, elle exposera à New York quelques photographies. Bertrand Dezoteux, on parlait du Palais de Tokyo tout à l'heure, il va avoir du 26 février prochain sur la façade du Palais de Tokyo un film d'animation. Et après à Los Angeles, fin février, un film d'animation qui sera projeté dans le cadre du projet Dialectic of the Stars. Et en mars, il exposera au musée des abattoirs de Toulouse. Gabrielle Duplantier, elle exposera dans une exposition collective si vous passez du côté de Bruxelles. Franck Cazenave donc, sera le 20 avril à Saint-Sébastien avec Armand Méliès, un artiste électro. Benjamin Artola s'est lancé dans la menuiserie et commence, je ne sais pas comment on appelle ça en espagnol, les compagnons, je ne sais pas si ça existe ça en Espagne, les compagnons, dans la menuiserie, dans le bois, dans le travail manuel. Et il va exposer bientôt à Bayonne. Et surtout, là, il vient de sortir, il est en train de virer un petit peu, de transformer son travail pour partir dans la scénographie et dans les clips vidéo. Voilà. Si vous avez peut-être quelques questions, parce que j'ai dépassé peut-être le temps, je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps. Oui, ça y est. Vous avez des questions peut-être ? Oui, moi je vois deux parties dans votre discours, présentation. Une peut-être entre, je dirais en quelque sorte, un cercle que j'ai écrit en disant narcissisme, séduction, baiser, baise, conformisme, anticonformisme, ascèse. Un peu dans votre première présentation. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la vie tourne. Et elle tourne, et puis dans un siècle, on ne sait pas ce qu'on deviendra, mais l'amour sera toujours là, d'une façon ou d'une autre. Oui, l'amour tourne. Au-delà de ce qui est intéressant, c'est que ce que j'ai commencé à peine à aborder, et c'est ce vers quoi je tends actuellement, je me demande où se situe la radicalité. C'est ça le propos. Mon propos, il est là. Où se situe la radicalité contemporaine ? Alors, est-ce que la radicalité contemporaine se situe dans l'injection de testostérone ? Vous imaginez de qui je parle ? Ou de changement de sexe ? Vous commencez peut-être à vous rapprocher. Ou alors dans totalement autre chose. Dans une forme justement d'ascétisme, une forme d'abstinence totale. Et qu'est-ce que ça voudrait dire que d'être abstinent total ? Qu'est-ce que ça serait ? Qu'est-ce que ça serait ? Comment on pourrait vivre ça totalement ? Donc le rapport à la nourriture, le rapport à l'air qu'on respire, et donc on finit dans un caisson. On finit dans un caisson à la manière d'un Michael Jackson, et c'est là que ça commence à devenir être intéressant. Enfin, c'est des pistes que je commence juste à aborder. Merci encore. Oui, toujours dans le même sens.
c'est quel est votre projet d'amour? Moi, le mien, pour faire un peu de poésie, serait plutôt mon enfant, ma sœur, songe à la douceur de vivre ensemble, d'aimer à loisir, d'aimer à mourir au pays qui te ressemble. C'est intéressant toujours, parce que la poésie amène à la poésie, c'est toujours intéressant. C'est ça qui est bien, de finir sur des notes de poésie. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir bravé le froid pour écouter cette petite conférence. Et puis, n'hésitez pas à aller parcourir un petit peu le travail de ces artistes parce que il y a vraiment des choses intéressantes à aller glaner à droite, à gauche. Yo, Eric, solamente agradecerte toda la entrega de tu trabajo a lo largo de todo este año, o más de un año, porque fue un año largo de preparación, casi varios meses antes y después de todo este proyecto con esta idea de la idea del amor, que realmente ha abierto muchas preguntas, ¿no? Y muchos caminos, ¿no? Y sí que me gustaría poder volver un poco sobre todo ello. Pero bueno, hoy solamente agradecerte tu esfuerzo por haber llegado haber venido aquí a esta charla y haberte entregado como lo has hecho. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eta Euskaldunentzat, hori ja laster nire aktualitatea ez dut aipatunik, beraz, ja laster argitaratuko dut liburu berri bat, Pamiela argitaretxearekin, Pamielan, eta liburuaren izena izanen da Duxanpen inguma. Duxanpen inguma dela edo amets gaiztoa, edo pinpirina, edo espiritua, beraz polisemikoa da, eta ulertu duzuen bezala, polisemikoak direnak asko gustatzen zaizkit. Poesia, bai, poesia. Bai? Zergatik hori pasatara maiatzetik Pamielara? Pamielara? Hola, bai, oin arte maiatzen atera dituz, ezta? Bai, interesgarria da. Zenta Pamielatik etorri ziren. Nigana etorri ziren eta maiatzekin argitaratu dudan azken liburua, hori argitaratu nuelarik, eskatu didate urengoa haiekin egitea. Beraz, gonbidapen bat izan baitzen, pentsatu nuen interesgarria izango litzatekeela gonbidapena hori betetzea, ez? Hori da. Eta zergaitik hori ez euskaraz egitea ere hemen, eta euskaldun batzuk dira ere, beraz, ez dakit, agian pentsatu nuen Gasteiz urruntzen zela euskal mundutik ere, beraz, ez da, beraz, bukatzen dugu euskaraz, beraz. Dena dela, testu guztiak atxemanen dituzu euskaraz, eta agian datorrena euskaraz emanen dudala. Bueno, eskerrik asko.